La docteure Banafsheh Ejazi est médecin de famille, professeure adjointe dans le programme de résidence en médecine familiale de l'Université McGill à Montréal. Au cours des dernières années, elle se spécialise en médecine de l'adolescence, en santé mentale ainsi qu'en médecine des toxicomanies. En 2013, elle reçoit la médaille du Jubilé de Diamant pour son implication bénévole en tant que soignante et porte-parole de la violence familiale auprès des femmes et des enfants pour le centre de refuge Le Bouclier d'Athéna. Depuis 2019, elle est membre de l'International Health Awareness Network, une branche des Nations Unies spécialisée dans la santé des femmes et des enfants dans le monde. Dr Ejazi est aussi documentariste et essaie de casser les tabous de notre société en ce qui concerne la santé. Elle nous reçoit pour la Journée internationale d'action pour la santé des femmes. Dr Ejazi, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci. Pour cette journée internationale qui concerne la santé des femmes. Alors, où en sommes-nous de l'histoire de la santé des femmes? Je vais essayer de vous donner quelques éléments importants, surtout au niveau canadien et québécois. Par contre, je peux vous dire que le combat canadien et le combat québécois de la santé de la femme ont été surtout concentrés sur la contraception et l'avortement, la grossesse, donc tout ce qui est santé gynécologique. Donc on peut parler par exemple d'une loi en 1969 au niveau canadien par Trudeau qui a fait la déculpabilisation de la contraception. On a aussi une loi importante au Québec en 1988 pour la loi de la déculpabilisation de l'avortement. Alors qu'on sait qu'auparavant, on avait quand même des médecins connus comme Dr Morgan Taylor qui a fait beaucoup, qui s'est retrouvé aussi en justice à quelques reprises parce qu'il voulait défendre la cause de l'avortement chez les femmes. Puis là, on est en 2022 et on voit qu'aux États-Unis, il y a une régression qui semble être pas mal nationale par rapport à l'avortement. Donc, ça a toujours été et ça reste malheureusement encore un combat pour les femmes au niveau de la santé, je dirais, gynécologique et reproductrice. C'est vrai que la santé de la femme, ce n'est pas que la gynéco et l'obstétrique, alors qu'au niveau du gouvernement ou ailleurs, on a tendance vraiment à focuser là-dessus. C'est bien important de comprendre que la santé, le bien-être de l'être humain, c'est au niveau physique, mental et social. Okay, donc moi, la santé de la femme, aujourd'hui, ce n'est pas juste de dire à ma patiente, c'est super, là on a fait un check-up et puis vous n'avez aucun problème, bon, vous dormez bien, vous mangez bien, ça va. C'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer au niveau global et donc je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale et aussi au niveau du statut de la femme dans notre société qui affecte indirectement la santé physique et mentale. Est-ce qu'il y a eu au fil des années des changements justement par rapport à cet état Absolument. de santé? Alors pour les femmes, il y a encore des barrières par rapport à la santé parce qu'il y a encore dans notre société beaucoup de préjugés. Je vais vous donner un exemple, par exemple au niveau de la santé physique. Les maladies cardiovasculaires. Okay? Les maladies cardiovasculaires chez les femmes sont la première cause de mortalité et elles meurent 5 fois plus d'une maladie cardiovasculaire, d'un infarctus, d'un arrêt cardiaque que le cancer du sein. Alors, chaque année, il y a à peu près 25 000 femmes canadiennes qui décèdent de maladies cardiovasculaires. Les raisons pour le moment, c'est que à l'urgence, quand une femme arrive, alors il faut comprendre, hein, la physiopathologie, l'anatomie de la femme est très différente de l'homme. On est complètement fait différemment. Donc souvent, la douleur typique chez l'homme, c'est la douleur à la poitrine. Hein. Donc l'homme qui arrive d'un certain âge avec des facteurs de risque, tout de suite on va penser à la maladie cardiaque.
Donc une femme qui arrive, ça ne veut pas dire qu'elle est en crise cardiaque parce que souvent aussi les symptômes, ça va être une douleur à la mâchoire, une douleur au bras, des nausées, vomissements, des étourdissements, de la fatigue. Alors on ne va pas penser à la maladie cardiaque, donc on peut louper carrément le diagnostic à l'urgence. Deuxièmement, les tests de dépistage de maladies cardiovasculaires ont été faits par rapport aux hommes. Alors, le fameux tapis d'effort, on peut avoir des faux négatifs chez la femme. Parce que chez la femme, il y a beaucoup plus d'atteinte des petits vaisseaux que des grands vaisseaux. Et dans les maladies cardiovasculaires, les hommes vont avoir plus d'atteinte des grands vaisseaux, donc vont être très très facilement détectés dans les tests de dépistage habituels. Donc ça aussi, on peut avoir une femme qui arrive à l'urgence, qui dit « bah oui, mais moi il y a 3 mois, j'ai fait un tapis d'effort et c'était normal ». Donc le médecin va dire « bon bah alors c'est pas une maladie cardiovasculaire, on va passer à autre chose », alors qu'elle est en train de lui faire une crise d'angine. Il y a aussi une discrimination au niveau des études médicales chez la femme. Parce que les femmes, c'est compliqué. Alors, si la femme, pendant l'étude, tombe enceinte, on fait quoi? Si elle est ménopausée, on fait quoi? Ça devient difficile. Donc, les médicaments, il y en a beaucoup qui ne sont pas appropriés pour les femmes. Parce que les médicaments ont été surtout faits et fabriqués sur des études faites chez les hommes. Et malheureusement, ça continue de l'être malgré la pression, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit par des associations de femmes. Il y a une grande discrimination actuellement au niveau des études médicales. Il y a d'autres maladies, les maladies pulmonaires. Encore là, on ne pense pas qu'une femme a une maladie pulmonaire chronique. Par contre, malheureusement, les femmes fument beaucoup. On sait aussi que chez les femmes, c'est plus difficile d'arrêter le tabac. Ça, c'est des mini-études. Mais on ne fait pas plus que ça pour savoir pourquoi. Les séquelles, les maladies dues au tabagisme sont beaucoup plus sévères chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? Encore là, on commence les études. Il n'y a pas assez de développement. Par exemple, on sait qu'une femme qui fume a 25% de plus de risque de faire un ACV qu'un homme. Pourquoi? Ça serait des choses à élaborer justement. On parle de la santé des femmes, c'est important de le voir. Une autre maladie gynécologique importante, l'endométriose. Okay? Donc ça, c'est une maladie où il y a une atteinte des cellules de l'endomètre, donc au niveau de l'utérus. Et alors, on commence dès le jeune âge à avoir des douleurs menstruelles très, très sévères. Sauf que dans certaines cultures, on dit « mais oui, mais c'est normal, tu as des menstruations, c'est souffrant ». Et donc, la jeune fille va s'habituer à dire bah, « c'est normal, moi quand j'ai ma menstruation, je reste 2 jours au lit ». Et ça, c'est pas normal. Il y a des gens qui manquent leur travail, il y a des gens qui manquent l'école. Puis bon, on dit bah, c'est des douleurs menstruelles. Et dans beaucoup de cultures, c'est accepté. Sauf que ça peut être la maladie de l'endométriose qui est en train de détruire les organes génitaux. Et beaucoup plus tard, quand cette jeune fille ou cette femme va avoir des enfants, c'est là qu'on va faire le diagnostic de l'endométriose. Et là, c'est déjà trop tard. Parce que les cellules ont été déjà endommagées. Donc, ce concept de douleur que la femme, c'est correct, elle doit souffrir pendant la menstruation aussi, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Moi, suite à ma première grossesse, j'ai fait donc un burn-out. Et sur le coup, je ne savais pas trop pourquoi. Je pensais que c'était le baby blues, le postpartum après l'accouchement, un truc hormonal, et pas du tout. En consultant, j'ai bien compris que c'était toute cette accumulation d'anxiété tout le long de mes études en tant qu'étudiante, pendant ma résidence, pendant ma pratique. Et puis la dernière goutte, ça a été à l'époque dans le milieu où je travaillais, puis c'est sûr qu'après j'ai rapidement changé de milieu de travail. Ma grossesse a été très mal vue, dans le sens où, qu'est-ce qu'on va faire? Tu pars en congé, alors que ça faisait 10 ans que je donnais à cet hôpital, ça faisait 10 ans que j'avais remplacé des collègues qui étaient partis elles-mêmes en congé de maternité ou d'autres pour d'autres maladies. Et là, quand c'était mon tour, il y avait comme une culpabilité qu'on essayait de mettre sur moi. Et puis par la suite, ayant ce côté artistique, je me suis dit, bon, le documentaire va être le meilleur moyen de passer le message parce que à un moment donné, je reçois un dépliant de l'association
programme d'aide-aux-médecins du Québec, le PAMQ, où on nous montre des chiffres qui font peur, presque 3 fois plus de suicides chez les médecins. C'est quand même beaucoup. Alors, je me suis penchée sur ce problème. Je suis allée les voir au programme d'aide aux médecins. Ils ont collaboré avec moi. Ça m'a pris plus d'1 an pour trouver des médecins qui ont voulu collaborer à mon documentaire qui s'appelle Les médecins pleurent aussi, qui est sorti en 2016 à Radio-Canada. Et je suis très fière de dire que la majorité des universités de médecine au Québec le montrent en première année. Donc, dès que l'étudiant rentre à l'université, ce documentaire leur est montré pour dire attention, faites attention à votre santé mentale parce que vous avez 3 fois plus de risques de faire un geste suicidaire. Donc, c'est un point important et déjà, nous, les femmes, on est plus fragiles que les hommes, mais dans certains milieux comme dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, les profs aussi, hein, on sait que les femmes professeurs sont aussi plus à risque de faire des dépressions, de poser des gestes suicidaires. Bon, la bonne nouvelle au niveau de ce problématique, c'est qu'on a, et entre autres au Québec, plus de femmes médecins que d'hommes. Actuellement, on est à peu près 60% de femmes en médecine familiale et il y a des études faites dans plusieurs pays au niveau international qui montrent que la femme médecin va prendre plus de temps pour faire l'histoire, pour examiner le patient, que ce soit un homme ou une femme. La santé mentale des femmes aussi, c'est important. On sait que les femmes médecins vont prendre beaucoup plus le temps d'écouter leurs patients par rapport à la santé mentale. Moi, depuis 20 ans, je travaille pour le centre de bouclier d'Athéna, qui est un refuge pour les femmes et les enfants atteints de violences familiales. Et puis, non seulement les chiffres n'ont pas diminué, mais ils ont augmenté de 30% depuis la COVID. Là, au Québec, même au Canada, parce que ça a été un rêve pour l'agresseur d'avoir toute la famille comme ça à la maison, en confinement. Donc, des fois, quand une femme demande à son patron de ne pas travailler en virtuel et de venir physiquement au travail, il faut se poser la question que peut-être il y a un problème de violence familiale, de violence physique, psychologique, etc. Et que peut-être elle, sa seule voie de sortie, c'est de venir dans un milieu plus calme, moins dangereux. Alors, pendant la COVID, parce que moi je travaille avec ce centre, aussi avec le centre des femmes, les chiffres ont été affreux. L'augmentation de 30%. Et déjà, il y avait un problème de place. Donc là, il y a eu une grande augmentation de la violence. Et puis, la COVID faisait peur à ces femmes-là parce qu'elles se disaient, si je quitte mon domicile avec les enfants, on va attraper la COVID. Et puis alors, si une femme attrapait la COVID dans ce centre, il fallait mettre tout le monde en isolement. Donc, il y avait encore moins de place. Donc, à un moment donné, ils ont fait appel à des hôtels. Mais le problème, c'est que là, il n'y avait plus de sécurité. Donc, il y avait quelques agresseurs qui avaient été capables de rentrer dans ces hôtels-là pour retrouver leurs victimes. Parce que ce n'étaient pas les centres réguliers, on les mettait un petit peu n'importe où dans des hôtels sans protection. Donc, il y a eu Écoutez, en 2021, il y a eu 160 femmes au Canada qui ont été tuées d'actes de violence familiale. C'est quand même beaucoup. Moi, je prêche pour la santé de la femme depuis le début. J'ai le bonheur aussi depuis 4 ans de travailler avec les Nations Unies dans un regroupement qui est le regroupement de la santé des femmes et des enfants. Moi, j'explique à mes patients et surtout à mes résidents qui vont être des futurs médecins que c'est pas juste ça, la santé de la femme, c'est global. On parle par exemple dernièrement du travail invisible chez la femme. C'est quoi le travail invisible chez la femme? C'est le travail que fait la femme qui n'est non rémunéré. On parle d'une moyenne de 35 heures par semaine où la femme, en plus de travailler à la maison, doit s'occuper de tout le monde. Puis ça, c'est la nature de la femme parce qu'on veut d'abord prendre soin des autres avant de prendre soin de nous et on a tendance à ne pas demander de l'aide. Donc là, on s'occupe du mari, des enfants, des beaux-parents ou des parents âgés. Donc on est pris comme un sandwich au milieu et c'est un travail qui est
aussi non récompensés. Les gens n'accordent pas de l'importance. C'est quand même beaucoup, 35 heures par semaine, en plus de tout ce qu'on fait comme travail. Donc c'est sûr que la COVID est venue un petit peu nous mettre en régression, mais c'est un combat. Je pense qu'il faut comprendre qu'actuellement, on est en période de combat, qu'il ne faut surtout pas lâcher, il faut en parler, il faut vraiment, par tous les moyens, le gouvernement, il faut vraiment sensibiliser le gouvernement à continuer à... Bon, il y a la loi, en 2021, on a parlé d'une loi qui va apporter plus d'importance au niveau de la santé de la femme. Moi, je ne sais pas, j'ai rien vu là, à date au niveau de ma pratique médicale. Je n'ai pas vu quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Si on regarde d'ailleurs au niveau de la santé des femmes, au niveau du gouvernement, la majorité des gens qui essayent de s'occuper de la santé des femmes, c'est des hommes. Alors ça aussi, il faut qu'au niveau de la politique, ça change. Je pense que c'est important, il y a beaucoup de chemin à faire, mais il ne faut pas lâcher le combat. Docteur Ejazi, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invitée et puis de m'avoir donné la voix pour parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est très important, la santé des femmes. C'est très apprécié de m'avoir invitée aujourd'hui.